Les décodeurs d'Atlantic Matin. Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantic Radio. 8h20, les décodeurs, on est ensemble jusqu'à 9h30, c'est la matinale d'Atlantic et je suis très content d'accueillir dans ce studio Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan de Casablanca et consultant, et Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur et chroniqueur radio et télé. Et je suis encore plus content de ne plus parler de la Cannes 2025, figurez-vous, en attendant les prochaines news, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce qu'on va aller à la tasse ou pas ? Écoute, on a envie de tourner la page, hein. C'est fini, voilà, on en a marre. Alors c'est bon, alors on y va. Non, on a un sujet qui est beaucoup plus intéressant. C'est le rapport de la Cour des comptes, ce rapport 2024-2025. Alors c'est important la Cour des comptes, parce que moi j'aimerais d'abord vous poser, parce que vous êtes tous les deux, alors vraiment, vous êtes profs tous les deux, donc vous allez pouvoir m'expliquer, vous allez pouvoir nous expliquer aux auditeurs d'abord à quoi ça sert la Cour des comptes. Je vais vous poser des questions mais super basiques. Parce que quelquefois, on considère que les auditeurs sont tous des diplômés d'économie, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Donc, à quoi ça sert la Cour des comptes, dont on entend parler une fois par an après ce rapport, parce que les médias s'en emparent pour décortiquer pendant quelques jours, on va dire. Alors, qui répond à la question sur l'utilité de la Cour des comptes et à quoi ça sert ? Question pertinente. Donc déjà, lorsqu'on parle de la Cour des comptes, on parle d'un organe constitutionnel. Donc on est dans la Constitution. Et c'est l'article 148, 149 qui parle des attributions et du rôle de cette grande institution dans le contrôle des comptes de l'État. Cette institution montre bien combien il est important cette question de la reddition des comptes. C'est le contrôle. Et surtout, l'exécution des lois de finances. Ça, c'est un point central, puisque, comme vous le savez tous, dans une organisation territoriale, dans une prévision budgétaire, il faut qu'il y ait après des contrôles et des redditions de comptes. Et bien sûr, cette institution constitutionnelle ne donne pas uniquement un avis sur des dimensions financières, mais aussi il traite au-delà de ça, c'est des recommandations sur la gouvernance de la chose publique. Et d'ailleurs, dans son rapport annuel, et comme on va le voir après, on traite la dimension managériale, la dimension gouvernance financière, la pérennité des financements, par exemple l'AMO. Donc, il a un rôle stratégique important, soit la Cour des comptes, mais aussi à travers les cours régionales, puisqu'il y a une présence régionale. Alors et ça, donc c'est bien de le préciser, territorial. tout à fait. Oui, il y a un contrôle territorial. Et je sens aujourd'hui que cette institution joue un rôle fondamental pour pérenniser, je dirais pas uniquement la finance publique, mais aussi la gouvernance publique. Et d'ailleurs, on va le voir après, à travers les recommandations de l'année, de la période 2024-2025, on a proposé des recommandations qui cherchent à pérenniser la sphère publique, à améliorer la gouvernance, mais aussi à sensibiliser à cet acte important qui est celui de la reddition des comptes. Et d'ailleurs, vous le disiez sur les cours des comptes régionales, en région, Madame El Adaoui, qui est présidente de la Cour des comptes... Premier président, on l'appelle premier président. Excusez-moi, si vous voulez. Elle a été, je ne sais pas si c'est le terme, présidente de la Cour régionale des comptes de Rabat pendant quelques années. Oui. Et là, elle est le premier président de la Cour des comptes. Ok. Voilà. Alors, expliquez-nous pourquoi premier président, deuxième président. Je rappelle que cette Cour des comptes a été créée en 1979, qu'elle a été inscrite en 1996 dans la Constitution marocaine. Alors, comme le disait Saïd, l'article 148 institutionnalise et constitutionnalise justement le rôle de la Cour des comptes. On lui donne aussi j'allais dire, l'investiture de pouvoir rendre public effectivement les rapports qu'elle rédige. Alors comme son nom l'indique, Cour des comptes, rendre des comptes. C'est suivre effectivement l'exécutif, suivre
la réalisation et la gouvernance des actions publiques, des politiques publiques, au-delà de l'aspect consultatif qu'on peut trouver chez d'autres institutions, le CESE, le HCP, Banque Maghreb, etc. Là, la Cour des comptes a justement la prérogative de pouvoir justement au-delà de l'aspect rédaction de rapport, de faire des poursuites effectivement en termes effectivement d'actions judiciaires. Ouais. Et le rapport 2024-2025, effectivement, il fait état de ça. Il y a quelque chose comme 8200 fonctionnaires et agents de l'État qui sont poursuivis. Il y a des partis politiques qui sont aussi obligés par la force de la loi et par la force des actions de la Cour des comptes de restituer de l'argent. C'est déjà fait, mais en partie pour 24 partis, mais 14. Rendez l'argent. Voilà, c'est ça aussi. C'est dire, effectivement, c'est le gardien du temple, hein, si on peut dire. La Cour des comptes a cette justement prérogative. Et moi, je trouve que dans un pays où il y a une Cour des comptes, c'est très important. Parce que ça permet de contrôler l'exécutif, ça permet de contrôler l'exécution. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette Cour du compte, des comptes, elle est indépendante et elle est formée de magistrats. Oui. Voilà. Oui, d'auditeurs. Exactement. Beaucoup de gens qui travaillent pour. Beaucoup de gens, effectivement, qui savent décortiquer les comptes, qui savent effectivement aller où certains fonctionnaires de l'État malveillants risquent effectivement de détourner de l'argent. Et c'est pour ça, effectivement, la question de la reddition des comptes et fait justement du rapport de la Cour des comptes quelque chose qui est de très attendu, mais en même temps qui cristallise les attentions parce que c'est fondamental dans un pays en termes de gouvernance, en termes de démocratie, en termes aussi d'ouverture vers les citoyens, parce que le citoyen lambda a le droit de savoir ce qu'on fait de son argent. Le contribuable lambda qui injecte de l'argent dans les caisses de l'État, qui effectivement la source de financement, j'allais dire numéro 1, mais en tout cas il intervient magistralement justement dans les actions de l'État, la Cour des comptes a cette prérogative. Donc la Cour des comptes, c'est comme je disais... On le dit souvent dans cette émission, on parle des visions, on parle des grands travaux, etc. Et souvent, Saïd Youssef, vous dites, on n'a pas les comptes à la fin, c'est-à-dire on ne sait pas combien tout ça a coûté. Eh ben, grâce à la Cour des comptes, on le sait, quoi. On le sait, et puis on tire les oreilles, effectivement, quand il y a dérapages, quand il n'y a pas financement, justement, pour pouvoir viabiliser ces programmes. D'ailleurs, tout à l'heure, Saïd le disait, l'assurance maladie obligatoire, entre autres, effectivement, c'est des chantiers qui coûtent cher à l'État. Et la Cour des comptes revient à la charge pour dire qu'on n'arrive pas à cotiser suffisamment pour pouvoir soutenir ce programme. Messieurs, on a commencé, alors toutes mes excuses, on a peut-être commencé avec un peu de Wikipédia, là, mais je pense que c'était important. Et j'ai encore d'ailleurs une question à vous poser par rapport à ça, mais je le ferai tout à l'heure, juste après les informations de Karim Droné. D'accord ? Alors on se retrouve pour la suite des décodeurs après les infos. Les décodeurs jusqu'à 9h30, vous pouvez nous suivre évidemment sur nos réseaux sociaux, je ne vais pas tous les citer, en direct avec Saïd Youssef aujourd'hui, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca et consultant, et Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur et chroniqueur radio et TV. On a commencé, on va aborder le vif du sujet, mais j'avais encore une question à propos de la Cour des comptes. Quelle est la marge de manœuvre de la Cour des comptes une fois son rapport publié ? Elle va jusqu'au bout. La Cour des comptes, elle va jusqu'au bout. Voilà. La preuve, c'est qu'on a des députés qui sont poursuivis suite, effectivement, aux rapports qui ont été faits par la Cour des comptes. Il y a des fonds publics qui sont restitués, comme je disais tout à l'heure, entre autres par les partis politiques. Il y a des fonctionnaires qui sont rappelés à l'ordre, parfois, dans un premier temps, on va dire amicalement. Ça aussi, il faut le mettre à l'actif de la Cour des comptes, dans le sens où il y a une ligne de conduite et on cherche effectivement à pousser les fonctionnaires à s'inscrire dans ça. D'ailleurs, dans le rapport, c'est dit, des formations sont mises en place effectivement pour les chargés des comptes dans les cours régionales. Sur le plan comptable marocain, justement, par rapport à
à la dépense publique. Donc il y a effectivement un travail qui est fait et il y a des suites tout à fait louables justement pour la Cour des comptes. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est important dans un pays qu'il y ait une Cour des comptes. Parce qu'autrement, ça sera la débandade, ça sera l'anarchie, ça sera les détournements de fonds, ça sera la corruption à tout va. Et la Cour des comptes, elle est en train de nous prémunir justement contre ces abus et ces égarements. D'autant plus que la Cour des comptes est dans l'obligation, selon la Constitution, selon l'article 148, comme disait Saïd 149, de restituer le rapport à Sa Majesté dans un premier temps avant de faire l'expo justement devant les deux chambres réunies. Le rapport, lorsqu'il est présenté à Sa Majesté, c'est une synthèse. C'est une synthèse de ce qui est fait et un bilan des différents contrôles et des remarques qui touchent des secteurs qui sont stratégiques. Donc déjà, ça nous permet de voir, ça nous donne un bilan de la période. C'est très important. Encore, le rapport est remis au chef du gouvernement et au président des chambres du Parlement, des deux chambres. Donc il a un rôle important d'information, de synthèse, mais aussi de correction. Et d'ailleurs, si on prend par exemple le rapport de 2024, de 2025 par exemple, il a mis le point sur des éléments qui sont sensibles, genre l'amont. Ok. Dans le détail, Oui, parce tout que à dans fait. le détail c'est important. On parle de l'amont, on dit attention, un risque de pérennité financière. Un Oui, on risque parle d'un tournant d'instabilité, critique d'un tournant d'ailleurs. critique. Un tournant Ouais, critique. Et effectivement. ça nous permet déjà de repenser le mode de gouvernance de la couverture médicale. Voilà, déjà ce point est important. Et on nous dit attention, il y a une érosion des réserves et ça risque de créer des problèmes. Et on nous donne, donc déjà, ça permet un cadrage pour les responsables. Deuxième élément, on dit attention, les partis politiques doivent déclarer, doivent tenir compte des budgets de l'État et on leur demande de faire des restitutions. Ouais. Et on a restitué quelque chose qui dépasse les 200 millions de dirhams. Mm. On fait un bilan des déclarations de patrimoine. Vous savez qu'un responsable est obligé de déclarer son patrimoine. On dit qui a déclaré, qui n'a pas déclaré, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on remarque bien que c'est un rôle important de protection, de sauvegarde, de reddition de comptes, qui est d'ailleurs un chapitre important dans ce rapport et qui nous permet de sécuriser la gouvernance du budget et la gouvernance de la chose publique. J'ai un dernier mot à évoquer. Lorsqu'on parle de la Cour des comptes, bien sûr, c'est un rôle constitutionnel. Et vu qu'il est constitutionnel, il y a bien sûr, tout le monde doit respecter en quelque sorte les décisions et les synthèses et les intégrer de façon prévisionnelle dans les activités, par exemple de 2026-2027, pour éviter ces dérapages. Alors la Cour des comptes, elle a aussi l'avantage de formaliser les griefs assez souvent que l'opposition fait à l'encontre du gouvernement. Je m'explique. Ça veut dire on a toujours dit, même ici, même dans ce studio, que la généralisation de l'assurance maladie risque de poser problème en termes de soutenabilité. Des fonds engagés comme ça, particulièrement lorsqu'on était au lendemain du tremblement de terre de Haouz, l'engagement du Maroc pour préparer la Coupe d'Afrique, préparer la Coupe du Monde, etc. Donc on s'est engagé sur plusieurs fronts et on passait par des années de sécheresse par-dessus le marché. Donc tout ceci engage effectivement des fonds publics de façon, j'allais dire, substantielle, et la Cour des comptes vient à chaque fois. Hier, moi, quand on prépare l'émission, je suis parti même sur le rapport de 2023-2024. Oui. Et j'ai trouvé qu'on est pratiquement sur la même lignée. Depuis des années, on tire la sonnette d'alarme sur ces éléments-là, par rapport à la soutenabilité effectivement de l'assurance maladie, par rapport à des projets colossaux, par exemple, la régionalisation avancée. On trouve que le projet de régionalisation avancée, avec effectivement la nécessité de mettre terme justement, ou en tout cas atténuer ces disparités spatiales et sociales, la Cour des comptes revient à la charge pour dire on ne le fait pas assez. 58,5% de la richesse nationale est concentrée dans 3 régions et 66% des zones industrielles au Maroc sont concentrées dans 5 régions.
là encore, on n'est pas sorti de l'auberge, des problèmes effectivement structurels. Et ça aussi, c'est un terme qui revient assez souvent dans le rapport. Ouais. Il y a nécessité de réformes structurelles. Et non seulement de réformer structurellement, mais aussi d'accélérer le processus. On a l'impression qu'on tarde à réformer, par exemple, le système des retraites. 2030, si on ne change rien, on va vers un mur. C'est effectivement la faillite effectivement, de caisses de retraite, entre autres, effectivement, la CMR. Donc tout ceci, effectivement, c'est des éléments palpables. Et c'est ça aussi ce que je disais par rapport à la Cour des comptes, c'est qu'elle nous fournit des chiffres à l'appui. Ce n'est pas des paroles dans l'air, ce n'est pas de la démagogie, peut-être un petit peu de l'opposition, mais c'est une réalité chiffrée, comptable, qui est sorti par la Cour des comptes pour dire attention, il y a le feu dans certains projets. Alors l'avantage aussi, c'est qu'on commence toujours par la positivité. On dit effectivement que l'économie marocaine, par exemple, elle se porte plutôt bien. On a réduit effectivement l'inflation. On est sur un déficit budgétaire qui est autour de 3-4% du PIB. On est sur un upgrading du Maroc par rapport à Standard & Poor's, effectivement, pour l'investment grade, etc. Donc, des clignotants qui sont ouverts, comme le fait assez souvent M. Jouahri de Moukle Maghreb. Mais elle revient tout de suite à la charge pour dire attention. Attention, peut-être les réformes vont lentement. Peut-être vous êtes en train d'augmenter vos recettes fiscales, 14% d'augmentation, mais attention, vous risquez d'asphyxier votre tissu économique. Vous avez un tissu de TPME qui s'en sort pas très bien, etc. Donc c'est ça le plus important dans le rapport, c'est que des choses que nous écrivons dans le secret de Polichinelle, la Cour des comptes elle revient là avec des chiffres pour dire le Maroc, ce que disait Saïd, effectivement par rapport à des secteurs prioritaires, il y a nécessité d'être très regardant. Et à l'instant, le secteur de l'enseignement et de l'éducation, effectivement, me vient à l'esprit. La Cour des comptes nous dit il y a une amélioration en termes, effectivement, de scolarisation, mais le problème structurel du décrochage nécessite d'aller chercher de nouvelles, effectivement, modalités en appelant à agir en bonne intelligence entre les académies, l'éducation, la société civile et justement, peut-être, je ne l'ai pas vu dans le rapport, mais je pourrais le dire moi, le monde économique aussi. Hein. Il faut que tout le monde s'y mette parce qu'il y a des dispositifs de restauration, d'hébergement, de transport. Et là, effectivement, les collectivités territoriales ne seraient pas les seuls, j'allais dire, acteurs à impliquer effectivement dans ce processus. Moi, je vais ajouter un élément. C'est vrai, au-delà de la structure du rapport, entre les lignes, on dégage déjà un fait fondamental. Moi, si je veux résumer ce rapport, je vais dire que finalement, la conclusion, c'est que lorsqu'on veut gérer la chose publique, on peut allouer du budget. Mais le secret d'une performance institutionnelle au niveau de l'établissement public, au niveau de la réalisation du budget, c'est que le rapport met en clair la défaillance au niveau de la gouvernance. Parce que ce qu'on relève, on dit voilà, on donne des moyens, mais après, cette dimension managériale qui manque. Donc, moi, je l'ai dégagé à travers plusieurs dimensions. Lorsqu'on parle de l'AMO, on dit voilà, il y a les budgets, il y a les affiliés qui augmentent à 32 millions de personnes, mais il y a ce problème d'efficacité et de gouvernance, de recouvrement. Donc, il y a cette carence au niveau managérial. Lorsqu'on parle des régions, on dit oui, on a mis un dispositif régional, on a essayé d'avoir un aménagement territorial qui permet de réaliser une cohérence, mais donc moi, je dégage à travers le rapport, et d'ailleurs c'est un message adressé au gouvernement et aux acteurs et aux différentes parties prenantes, il faut qu'il y ait une dose de bonne gestion. Parce qu'il y a, et cette dose de bonne gestion, je songe qu'il faut qu'il y ait plus de formation aux responsables, plus de sensibilisation à toutes les parties prenantes, parce que avec le management, avec la bonne gestion, on peut réaliser les objectifs stratégiques du Maroc. Oui, on le dit souvent ça. Justement, dans l'investissement public, malgré les budgets engagés, la Cour parle de boulets qui plombent encore l'investissement public. Certains secteurs dans lesquels on met beaucoup d'argent et qui ne donnent pas les résultats escomptés. Et d'ailleurs, tu as soufflé le mot résultat. D'ailleurs, c'est une des conclusions du rapport, c'est d'instaurer, de distiller dans la gouvernance justement cette culture de résultat.
On n'est pas dans l'obligation de moyens. On doit effectivement fonctionner de plus en plus et de plus en plus mieux effectivement vers cette culture de résultat. On a mis en place des budgets, on a mis en place des dispositifs. Il faut aller jusqu'au bout parce que c'est ça ce qui va être retenu. Et d'ailleurs, Sa Majesté, à chaque fois, il le dit dans ses discours royaux, c'est mettre en place des dispositifs de reddition des comptes, mettre en place une culture de résultat, mettre en place aussi des dispositifs de connexion. Et d'ailleurs, le rapport, il le dit à plusieurs reprises. Ça fait défaut effectivement dans les actions publiques, c'est que chacun il est dans son coin. Les ministères, les institutions publiques, chacun effectivement il agit à sa façon sans qu'il y ait de connexion. Et moi ça m'a fait penser par exemple à j'allais dire des études qui sont menées par exemple par le CESE, le HEP, Oui. etc. On n'a jamais entendu parler une fois de ces institutions qui soient ensemble autour d'une table pour mutualiser leurs études, mutualiser effectivement les axes de recherche, travailler en bonne intelligence. Et ça, c'est un constat que d'ailleurs la Cour des comptes a fait, c'est que chacun il est dans son camp. Chacun, effectivement, il est dans sa chapelle. Et cette lacune et cette carence en termes de connexion fait que nous nous retrouvons avec une mauvaise optimisation. Donc, on est dans des gabegies, comme dirait l'autre, effectivement, financières, ici et là. Et après, la Cour des comptes, par rapport à ce contexte, elle appelle aussi à renforcer le partenariat public-privé. C'est quelque chose qui est indispensable. Et aller vers effectivement un renversement de vapeur en termes d'investissement, puisque tu en as parlé, public, il faut que ce soit 2 tiers privés et 1 tiers public à l'horizon 2030. Là, ça va pas vite. Ça va doucement et pour qu'on puisse créer de l'emploi, créer de la valeur, créer de l'inclusion, gérer ces disparités sociales et spatiales, il va falloir que le privé joue le rôle, mais le privé ne peut jouer le rôle que s'il est suffisamment orchestré avec le public dans une démarche de partenariat public-privé. Saïd? Oui, je vais revenir parmi les recommandations de ce rapport, on dit voilà, il faut passer à des modes de financement innovants. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement se limiter à financer par le budget de l'État, mais il faut être imaginatif. Ici, ça nous rappelle un peu le ratio de l'endettement qui est aux alentours de 68-69% du PIB. Ce qui veut dire que oui, on veut réaliser une croissance, on veut continuer à réaliser des projets. Il y a des mécanismes de réédition de comptes, mais il faut chercher des ressources. Et les ressources, il faut les chercher ailleurs, à travers des modes innovants. Et encore, je vais revenir, comme l'avait dit Hicham tout à l'heure, c'est les partenariats publics-privés. Le mécanisme, d'ailleurs, il est derrière une loi qui parle des PPP, comment la mettre en place et comment encore la renforcer dans des dimensions stratégiques. Puisqu'aujourd'hui, l'État, le public est incapable de gérer quelques dimensions de l'économie. Et donc, mettre en place des partenariats stratégiques, surtout dans les secteurs à forte valeur ajoutée, et encore les renforcer, les énergies renouvelables, les hydrocarbures, l'aménagement territorial, la mise en place de ces partenariats publics va permettre de pérenniser déjà la finance publique, mais aussi de réaliser les objectifs stratégiques. Moi, en résumé, je dirais que ce rapport, et d'ailleurs il a sa valeur constitutionnelle, est important. Maintenant, comment le résumer et le communiquer aux différentes parties prenantes, comment assurer à travers une dose, je dirais, parce que le rapport dégage bien qu'il y a un manque de bonne gouvernance, de bonne gestion, on ne comprend pas assez quel est l'objectif, et on a tendance encore dans cette stratégie, dans cette gestion budgétaire qui consiste à consommer davantage, parce que la performance dans l'établissement public, ce n'est pas de consommer un budget, mais de réaliser derrière des résultats. Et donc, ce passage, cette révolution mentale qu'on doit mettre dans la gestion des affaires publiques, il me semble qu'il n'est pas uniquement l'affaire de la Cour des comptes, mais aussi l'affaire de ceux et celles qui travaillent sur le terrain. C'est le gouvernement, c'est le responsable, c'est l'affaire de tout le monde. Le rapport de la Cour des comptes, vous l'avez dit tout à l'heure, Hicham, vous êtes allé voir le rapport 2023, c'est une observation annuelle. On fait les comptes. On regarde tout ce qui a été dépensé, les différents mouvements, etc., etc. Est-ce que tout ça, c'est
Est-ce que ça correspond finalement au rythme des politiques? Parce que les politiques sont sur un temps long en fait, hein. Ils peuvent investir sur une période, choisir d'investir sur une période donnée, donc dépenser de l'argent. Parce que je vois par exemple sur le volet social, par exemple, la Cour des comptes souligne que les dépenses sociales progressent plus vite que les ressources publiques. Donc, mais après, si on veut un vrai État social, il va falloir faire un pari sur l'avenir. Donc, est-ce que... Bon... Alors, est-ce que les politiques font le job? Est-ce qu'ils jouent le rôle qui est le leur, justement, pour accompagner le processus de modernisation du public? Stigmatiser personne. Non, mais c'est important, c'est une question fondamentale. Parler, effectivement, si l'acteur politique, effectivement, il suit. Alors, l'acteur politique, tout d'abord, il est... il y a bien les problèmes de déficit ici au Maroc ou ailleurs, etc. C'est sur un temps long. Oui, on y reviendra. Quand on dit temps long, on est effectivement dans le structurel, on n'est pas dans le conjoncturel. Oui, on est effectivement dans des réformes, on est sur des tendances lourdes, par exemple, en parlant du système des retraites ou l'assurance maladie, etc. On est sur des dimensions démographiques qui sont devenues des tendances lourdes. On vit de plus en plus longtemps. Tous les montages qu'on a conçus jusqu'à présent ont prouvé leurs limites. Augmenter les cotisations, allonger l'âge de départ à la retraite, réduire les pensions de retraite, etc. Tout ceci, effectivement, n'a pas donné grand-chose. Et il paraît que, d'ailleurs, ça sort dans le rapport, c'est la nécessité de peut-être revoir le calcul, justement, des pensions. Disons qu'on est sur des changements radicaux que l'économie marocaine, que la société marocaine est en train de traverser, et il va falloir agir en conséquence et surtout ne pas vivre au-dessus de ses moyens. S'endetter, c'est bien, mais s'asphyxier, c'est jamais une bonne chose. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui ressort justement du rapport de la Cour des comptes, c'est que le Maroc s'est engagé sur plusieurs fronts. Il s'est engagé sur le côté social, il s'est engagé sur le côté économique, il s'est engagé sur le côté... Le budget de l'État, le nouveau budget de l'État, il est plus social que le précédent. L'actuel budget du ministère de la Santé, 32 milliards de dirhams. Donc ça veut dire que l'année prochaine, le rapport de la Cour des comptes risque d'être très croustillant. Alors, croustillant, oui, si jamais effectivement il n'y a pas un retour sur investissement. Puisque j'ai avancé le chiffre du ministère de la Santé, en 2019, on était à 17 milliards. Là, on est à 32 milliards et des poussières. Ça veut dire que l'objectif, c'est de réhabiliter effectivement la santé publique, c'est d'augmenter l'attractivité des établissements publics. Et d'ailleurs, c'est une recommandation de la Cour des comptes, c'est beaucoup plus aller vers la médecine préventive. Et ça, on n'en parle presque jamais. Moi, j'étais très heureux de voir ça. Parce qu'on dit que les Marocains sont de plus en plus malades. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, par bonne intelligence et par présence de l'esprit, d'aller chercher la prévention avant d'aller voir la Gardez-moi cette idée au chaud. Et puis on revient juste après les infos de Mourad Baba. Atlantique Radio avec les décodeurs dans la matinale avec aujourd'hui Saïd Youssef et Hicham El Bayed. On parle de la Cour des comptes et puis les débats express, c'est dans quelques minutes avec pas mal de sujets aujourd'hui, si je retrouve ma feuille. On l'a dit, on a parlé du rôle de cette Cour des comptes, du rôle de ce rapport. Vous qui avez parcouru ce rapport, en tout cas les grandes feuilles de ce rapport, quelles sont les urgences absolues à corriger Alors, si tu permets, Franck, on s'est arrêté sur la question effectivement, de dossier de la santé. On s'est arrêté sur cette question de médecine préventive qui ressort justement du rapport, qui dit qu'au lieu d'aller chercher effectivement des fonds, de restaurer, de réhabiliter des hôpitaux, ne serait-il pas plus intelligent et plus prudent de savoir ces maladies chroniques dont souffrent les Marocains, cette explosion des budgets de la santé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les réduire, ne serait-ce que par la prévention? Et moi, je trouve que c'est une question très intéressante, vitale. On entend ici et là que les cas de cancer se sont multipliés par 5, par 10 ou même plus. Est-ce qu'on n'a pas pris le soin? La prévention, partout, ça permet de faire des économies. Oui, mais on n'en fait pas. On n'en fait pas. Des hôpitaux qui n'arrivent pas effectivement à accueillir
décemment les Marocains et les Marocaines, il n'y a pas assez de médecins, il y a même parfois des déserts médicaux. Est-ce que la prévention ne serait pas un pilier, un gisement qui serait intéressant effectivement d'explorer? Moi, je trouve que la Cour des comptes a tout à fait raison là-dessus. Augmenter le budget, comme je disais tout à l'heure, on était à 19 milliards en 2019, on est à 32 milliards en 2025. Est-ce que c'est ça qui va résoudre la problématique de la santé au Maroc? Est-ce que c'est ça qui va faire que les Marocains et les Marocaines seront mieux accueillis dans les hôpitaux publics? Est-ce que c'est ça qui va faire que les médecins marocains diplômés vont rester au Maroc et ne vont pas partir ailleurs? C'est ça les problématiques réelles effectivement du secteur de la santé au Maroc. Et la Cour des comptes, elle relève tout ça, elle soulève tout ça. Parce que on a beau parler des chiffres, on a beau parler effectivement quantitativement, mais qualitativement, il s'agit aussi de revoir la copie. Je prends l'exemple de notre secteur d'activité, l'enseignement supérieur. Depuis un moment, on entend parler de budgets qui sont alloués à la recherche, à la rénovation des établissements universitaires, d'enseignement supérieur. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus hanté par la dimension quantitativiste. Il faut qu'on augmente les effectifs, il faut qu'on fasse les choses pour que les KPI, justement, puissent montrer que quantitativement, on est en train d'avancer. Mais la Cour des comptes le dit, la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation, la qualité du rendu, la qualité des diplômés. Est-ce qu'on est en train d'aller dans le bon sens avec une meilleure qualité de l'enseignement, meilleure qualité des conditions de l'enseignement, meilleure qualité de la recherche, meilleure qualité en termes d'innovation? Parce que c'est ça les vraies questions. Au-delà, bien entendu, la question de la gouvernance, elle est fondamentale. Quand vous avez des responsables qui sont malhonnêtes, qui sont malveillants, qui sont mus par des intérêts personnels, même s'ils déclarent dans un premier temps leur patrimoine pour dire voilà mon revenu, voilà mon patrimoine au début d'activité, moi je trouve qu'au-delà de ça, il s'agira bien entendu de rentrer plus en profondeur dans la qualité de ce que nous sommes en train de construire, la culture du résultat qui est fondamentale, et c'est pas pour rien que Sa Majesté l'a dite à plusieurs reprises. J'ai connu quelqu'un ici il y a quelques années qui disait à ses journalistes, quand vous avez un problème de sujet, vous allez dans le rapport de la Cour des comptes Ouais. et vous allez en trouver un. La conclusion, Saïd. Moi, pour conclure de façon prospective, et on va un peu penser 2026. Déjà, le plus grand chantier, c'est le chantier de l'État social. Va engager beaucoup d'argent. 10 milliards de dirhams sont engagés, la santé. Donc, pour 2026, on doit mettre le point sur les résultats, sur l'efficacité budgétaire. Maintenant, il ne suffit pas uniquement d'engager des milliards. Après, une mesure exacte et un suivi des résultats doit se faire. Et il me semble que ce n'est pas uniquement le rôle de la Cour des comptes, mais c'est le rôle des responsables des ministères et du gouvernement. Deuxième chantier, c'est celui des partis politiques. Dans le rapport, on dit qu'il y a des restitutions des millions de dirhams parce qu'on n'arrive pas à rendre compte. C'est une leçon pour les partis politiques, donc un plan Marshall pour les partis politiques qui vont engager, bien sûr, parce que lorsqu'on part dans un pays qui a choisi la démocratie comme voie, comme choix stratégique, il faut qu'il y ait des partis politiques capables de gérer la chose publique. Troisième message, plus d'innovation, plus d'originalité dans les choix. Et d'ailleurs ici, le rapport parle de partenariat public-privé, parle de financement innovant, et les acteurs qui sont sur le terrain doivent tout faire pour mettre en application ces dispositions. Oui, comme le disait Hicham, d'ailleurs, ce qui est bien avec ce rapport, c'est que non seulement il est très factuel, mais en plus il donne des pistes. Oui. C'est un bon outil de travail. Oui, bien sûr. Bon, Dernier mot par rapport à la partie investissement. Ce que je disais tout à l'heure, oui, c'est que la Cour des comptes, effectivement, montre du doigt, j'allais dire, l'avancée en termes d'investissement, en termes de réforme du système d'investissement au Maroc, mais elle rappelle aussi à l'ordre par rapport à ce que j'ai synthétisé sous les 4 F, le foncier, la fiscalité, le financement et la formation. 4 piliers qu'il s'agira effectivement de mettre en avant et de travailler. Et puis, une recommandation très spéciale pour finir là-dessus, c'est la création de l'Observatoire national de l'investissement.
Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, qui a été recommandé par la Cour des comptes pour faire le suivi des actions publiques en matière d'investissement et surtout dans une logique de territorialité. 9h15, la pub, et on revient juste après avec les débats express. Matin. Les débats express. Les débats express, ou maintenant j'appelle ça la farandole des desserts. Je suppose que vous êtes client. On va commencer par la situation Aksar El-Kebir. Avec les eaux de ce fameux Oued Loukos. Beaucoup de détresse, on le voit avec les populations, mais également, je disais ça ce week-end, je voyais les images, beaucoup de solidarité. Bon, évidemment, les autorités militaires ont été déployées pour aider les populations, mais on voit la solidarité. Ouais. Le débordement de Loukos et tu le sens déjà, nous exprimons notre soutien, solidarité avec la population Bien sûr. de cette ville marocaine très très chère, mais aussi chapeau bas aux autorités locales, aux forces armées royales qui, sous instruction de Sa Majesté le Roi, ont donné une leçon exemplaire de mobilisation logistique, militaire pour soutenir les populations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les autorités ont fait le nécessaire pour donner encore une fois une leçon comme celle de l'Haouz. Aujourd'hui, à Al-Qasr, encore bravo. Le Maroc, avec une intervention rapide. Rapide, efficace, bien structurée. Les populations aujourd'hui la population aujourd'hui a exprimé sa grande satisfaction. Donc, c'est une leçon de solidarité, ce qui est arrivé à Al-Qasr, pour deux leçons. La première, la solidarité est une nécessité. L'esprit citoyen, l'engagement de toutes les parties prenantes, mais aussi une leçon pour dire qu'il faut toujours prévoir ce genre de choses. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai, il y a un débordement, il y a des précipitations un peu record. On a prévu, Dieu merci, il y a le barrage de Oued El Maghazin et le barrage de Ouahda qui protègent la région. Mais il est temps aujourd'hui... Mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. Oui. Il est encore maintenant, il faut maintenant penser à sécuriser davantage. Surtout qu'aujourd'hui, on dit que le barrage de Ouahda, il frôle les 100%. Il a dépassé les 85-90% de taux de remplissage. Oued El Maghazin, idem. Donc, la semaine prochaine sera un peu une semaine difficile. Les autorités doivent être beaucoup plus vigilantes. Et bravo et félicitations. Alors, sur instruction royale, effectivement, les forces armées royales se sont mobilisées. Il y a un élan de solidarité, comme à chaque fois, effectivement, on traverse de ce genre d'épreuves. On a vu Al-Haouz, on le voit maintenant, on l'a vu à Safi et dans d'autres régions du royaume. Alors, tout ceci, l'enseignement à tirer, tout d'abord, c'est qu'il va falloir effectivement être plus proactif, justement, mobiliser davantage de l'intelligence artificielle, des outils technologiques sophistiqués, quoique on ne peut pas lutter contre la nature. Hein. Des crues comme ça, c'est rarissime, c'est exceptionnel, et avec tous les dispositifs que vous pouvez imaginer, vous risquez d'être dépassé. Mais avec de la proactivité, avec la prévention, avec de l'action collective de toutes les parties prenantes, je crois qu'on pourrait effectivement atténuer les retombées négatives, justement. Je dis négatif parce qu'il y a aussi des retombées positives. Au-delà de ça, il y a de l'eau, effectivement, on en a besoin. On est passé par cette année de sécheresse. Donc, une année de crue ou de précipitation, peut-être outre mesure, ça ne ferait pas de mal, on en a besoin. Maintenant, il s'agira de tenir les leçons, effectivement, de ces crash tests. Hein. C'est un mot qui te plaît beaucoup. Ah, j'adore. C'est fondamental pour savoir comment... Ça nous coûte cher, les crash tests. Hein, parce que là, sur le cas de Loukos, ça veut dire sans doute un chantier pour essayer de contenir cette oued, parce que
il ne s'arrêtera pas avec les changements climatiques. Oui, mais avec la prévention, avec, je dirais, des dispositifs. C'est le mot du jour pour vous, la Oui, prévention. la prévention et la proactivité, c'est fondamental parce que se retrouver devant le fait accompli, c'est trop tard. Maintenant, il s'agira d'anticiper effectivement tout ça, faire aussi appel à des spécialistes de la météo, et puis aussi faire valoir effectivement la technologie. Je disais des retombées positives parce que ça va nous apprendre à mieux gérer effectivement des phénomènes comme ça. Et il y en aura de plus en plus avec le dérèglement climatique. Donc moi je trouve que, bien entendu, nous penser avec les habitants de ces régions, mais en même temps, il va falloir tirer les leçons très rapidement, corriger ce qu'il y a à corriger et justement penser aussi un peu, puisqu'on a soulevé la question économique et budgétaire, il faudrait savoir aussi que ça va ponctuer effectivement sur le budget de l'État, parce que ça, c'est des dépenses exceptionnelles, on ne s'attendait pas à cela. Donc revoir peut-être la loi de finances par rapport à certains aspects pour réhabiliter. En tout cas, économiquement, il y aura des conséquences. Il y a peut-être une dernière leçon qu'il faut retenir de l'Observatoire, c'est que évitons dans les aménagements territoriaux de construire dans les passages des oueds et des rivières, parce que il faut éviter. Là, c'était pas le cas. Pas parce qu'il y a sécheresse pendant 10 ans, pendant 20 ans, qu'on autorise des constructions. Il faut éviter les passages. Et puis les installations, il ne faut pas s'imaginer qu'on est sur des petites crues. Il faut mettre plus grand parce qu'il suffirait que ça arrive une fois par siècle, que ça ait effectivement des conséquences pareilles. Vous parliez de la météo. Moi, je pense qu'on devrait expliquer plus la météo. On devrait faire plus de communication sur la météo. Comme ça se fait. Je le disais hier à ma femme, je disais pourquoi on n'envoie pas des SMS. En Turquie, par exemple, quand il y a un tremblement de terre, les gens ils reçoivent des SMS à l'avance. Pourquoi on ne pratique pas ce genre de choses pour, je sais pas, pour tout le monde C'est vrai que ça pourrait éventuellement créer de la panique, parce que quand tu reçois un SMS comme ça, tu te dis c'est la fin du monde. Mais quand même, il faut je dirais, institutionnaliser, faire entrer dans les mœurs justement ce genre de pratique de vigilance. Les débats express, le dollar qui est en baisse. La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact ou quel sera l'impact sur l'économie marocaine, ou quel pourrait être l'impact sur l'économie marocaine? Le dollar a enregistré la baisse la plus importante depuis 4 ans. Donc il a perdu en 2025 10% de sa valeur. L'analyse est la suivante. Déjà Trump, ça fait partie des objectifs de Trump. Trump veut baisser la valeur du dollar pour rendre les exportations américaines plus compétitives et faire face aux grands concurrents chinois. Donc mais derrière, il y a ce problème interne au niveau de la Fed, entre les partisans de Trump et les autres. Parce que la Fed veut coûte que coûte garder des taux élevés, des taux d'élection élevés, alors que Trump veut encore baisser. Donc je dirais que c'est un objectif qui est visé par l'administration américaine. C'est un dollar très fort ne va pas servir l'économie américaine, et ça fait partie du changement dans la posture économique des États-Unis dans le monde. Donc c'est voulu, c'est programmé, et un dollar très fort va uniquement rendre service aux Chinois. Deuxième élément, ça va rendre la vie plus chère aux États-Unis, parce que les importations vont coûter encore plus, et ça risque de laminer le pouvoir d'achat des Américains. Alors la monnaie, c'est connu, c'est un instrument de politique économique. Ce que disait Saïd à l'instant par rapport à, j'allais dire, la volonté, l'ambition de M. Trump, justement, de faire usage de la politique monétaire pour rendre les exportations américaines plus compétitives. Ça, c'est une pratique qui existe déjà, on le dit souvent, chez les Chinois, par exemple. On a toujours taxé la Chine de dumping monétaire en dépréciant justement le yuan par rapport au dollar, par rapport à l'euro, etc. Alors, l'impact de la dépréciation du dollar par rapport au dirham, c'est bénéfique pour nous. Bénéfique parce que nous allons importer moins cher. Et Dieu sait que nous importons énormément. Notre balance commerciale est toujours déficitaire, et particulièrement pour tout ce qui est produits énergétiques. Donc, acheter moins cher, c'est bénéfique pour le Maroc. Ça nous permettra aussi de peut-être d'éviter des inflations importées, libellées en dollars. Ça aussi, c'est important, effectivement, en termes de gains.
derrière la dépréciation du dollar. Alors maintenant, en termes d'exportation marocaine libellée en dollars, convertie en dirhams, ça risque de nous faire un manque à gagner. Donc, disons, vu que nous importons plus que nous exportons, ben, ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Vous préférez quoi? Vous préférez un gâteau marocain ou un gâteau international? Alors, vous avez l'embarras du choix. Non, on reste, c'est vous qui me dites, hein, on reste au Maroc. Est-ce qu'on peut parler rapidement d'un autre chiffre important? Les IDE, hein, les investissements directs étrangers, atteignent 56 milliards de dirhams à fin décembre 2025. Pardon. Le flux net bondit de plus de 74% sur un an. C'est énorme, selon les données provisoires de l'Office d'échange. C'est un bon chiffre, c'est un bon indicateur pour l'économie marocaine, tout simplement parce que 2025 était une année de challenge. N'oublions pas qu'on a réalisé qu'on est en plein projet de préparation de la Coupe du Monde 2030. On était en pleine réalisation de la CAN 2025. Les infrastructures, par logique, ça ne peut qu'attirer des investissements directs étrangers au Maroc. C'est une bonne chose pour l'économie. C'est un signal de confiance dans l'économie marocaine. Et il est temps aujourd'hui de rappeler deux grands chantiers qui verront le jour dans les prochaines années. C'est le port de Dakhla, une plateforme stratégique vers l'Afrique, et le port de Nador, qui est lancé par Sa Majesté le Roi depuis des années. Et il y a quelques semaines, il y a Sa Majesté qui a assuré le suivi des réalisations. Donc, je sens que le Maroc est, d'un point de vue investissement, intégration du privé, sur la bonne voie. Alors, l'IDE pour le Maroc, je crois que personne ne pourrait contester l'importance, l'apport stratégique, autant en termes de rentrée de devises, en termes de création d'emplois, en termes aussi de nation branding, en termes d'image. Le Maroc est en train d'entériner effectivement son statut de, j'exagère rien, d'Eldorado effectivement de l'investissement en Afrique. On attire de plus en plus d'investissements, quantitativement et qualitativement. Et peut-être au passage, lorsqu'on dit attractivité de l'IDE, ça serait bien qu'on puisse orienter dans les années à venir l'IDE vers des secteurs d'innovation, parce que c'est ça l'avenir. Rester sur des secteurs qui sont créateurs d'emplois, mais pas assez. Maintenant, avec l'automatisation, avec l'intelligence artificielle, on voit que des secteurs d'activité n'arrivent pas à dégager suffisamment de création d'emplois. Ça ne crée pas assez en termes de points de PIB. Ça ne permet pas d'avoir cet effet d'entraînement justement sur le reste de l'économie. Et donc, il va falloir peut-être orienter, et d'ailleurs, la connexion avec le premier sujet, elle est là, trouver effectivement les connexions nécessaires avec le secteur de l'enseignement, le secteur de la recherche, pour créer justement cette symbiose nécessaire pour que les investissements qui arrivent chez nous, que ce soit étrangers ou de Marocains de la diaspora, puissent être générateurs de suffisamment de création d'emplois, suffisamment de connexions en termes d'intégration locale et, bien entendu, suffisamment compétitifs et durables pour les pérenniser. Il nous reste 30 secondes avec deux infos qui nous arrivent ce matin. Donc, la Turquie pourrait accueillir dans les prochains jours une rencontre entre les émissaires iraniens et américains. Et tout ça est confirmé par l'Iran qui convoque là ce matin les ambassadeurs européens et affirme qu'un cadre de négociation avec les États-Unis sera finalisé dans les prochains jours. Alors, le torchon brûle entre l'Iran et l'Occident. Avec l'Union européenne déjà, l'Union européenne qui finit effectivement par mettre le corps des gardiens de la révolution sur la blacklist effectivement des groupements terroristes. Ah mais là, il est en train de leur dire on va négocier avec les États-Unis. Donc. Oui, mais en représailles, disons que c'est pour ça que je dis de façon multilatérale et transversale, il y a effectivement une situation de déséquilibre effectivement sur la région. Fidèle à ses valeurs d'homme d'affaires, il est en train de négocier le deuxième grand marché comme il l'a fait avec le Venezuela. Il cherche à mettre la main sur les réserves et sur la richesse des Iraniens. Et on va voir qu'il n'y aura pas de guerre parce que les hommes d'affaires ne font pas de guerre. Et
On pense à la population quand même, ça va pas régler leurs problèmes. 40-50% de taux d'inflation en Iran, c'est inquiétant. Merci messieurs, Saïd Youssef, Hicham El Bayed, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Vous avez été parfait, Merci. évidemment, sur tous les Merci, sujets. Franck. Merci. Bien sûr, 9h30. Atlantique Matin, le réveil de l'info.